Chers amis internautes, bonsoir. Nous enregistrons cette émission aujourd'hui, mardi 1er juillet, mais elle sera diffusée, comme d'habitude, le jeudi, c'est-à-dire jeudi 3 juillet à 20h, comme tous les jeudis où je vous retrouve. Voilà. Donc, le sujet de cette émission, ce sont les mensonges de l'OMS qui représentent une véritable menace pour l'humanité. Alors, je ne l'avais pas reçu depuis l'année dernière, juste avant la 77e Assemblée mondiale de la santé, à l'issue de laquelle le RSI avait été adopté par les États membres, puis la 78e a eu lieu et le traité pandémie, ayant suivi des tas de modifications, a été hélas adopté par les membres de l'OMS dernièrement, là, le mois dernier, en mai 2025. Alors, je vous rappelle que l'OMS est une institution spécialisée de l'ONU, qu'elle en dépend, qu'elle existe depuis le 7 avril 1948, date officielle de sa naissance, qu'elle comporte 194 États membres et qu'elle est censée amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. C'est sa maxime, sa définition. Alors, elle utilise pour ça l'objectif du triple milliard et puis le programme One Health. Elle est financée par les États membres et les États volontaires. Bon, c'est pas trop le sujet de ce soir, mais avez-vous vraiment, franchement, le sentiment que la santé des individus s'améliore sur la planète? Alors, parce qu'il dénonce toute cette tromperie et a engagé des actions concrètes, comme une plainte contre Bill Gates, complice de Tedros pour crimes contre l'humanité, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Joseph Trito, que l'on ne présente plus, mais je vous rappelle malgré tout qu'il est microchirurgien, expert en biotechnologie et bioéthique et président de la World Alliance for Biomedicine and Technology. Bienvenue, professeur Joseph Trito. Merci à vous de votre accueil. Je suis dans l'ombre de la chaleur du centre de l'Italie. Donc, et moi, je suis rouge de chaleur. oui. On avance. Laurie Selmayan, de la coopération européenne, qui a été tête de liste aux élections européennes pour la ruche citoyenne, est le bras droit du professeur Trito. Et c'est avec Loris que fut organisé le fameux congrès au Palais Brongniart, où de nombreux scientifiques et experts indépendants devaient s'exprimer. Un congrès qui a été censuré et annulé. Nous en parlons tout de suite dès que j'aurai accueilli notre cher directeur, Eric Montana, qui, lui, a reçu le prix de la World Academy, dont la présence donc coule de source. Bonsoir Loris, bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Jackie, bonsoir professeur, bonsoir Loris. Bonsoir Eric. Alors, Loris, peux-tu nous expliquer pourquoi ce congrès, alors d'abord dans quel but ce congrès a été mis sur pied, pourquoi il a été censuré, juste à 8 jours de l'événement, est-ce qu'on avait le droit de faire ça? Quels étaient les thèmes traités? Est-ce que vraiment ils auraient pu déclencher des troubles autour du palais? Explique-nous tout ça, et puis ce qui découle de cette censure, les actions que vous avez envisagées depuis. Merci Jackie de nous donner la parole. Alors oui, tu m'as présenté comme le bras droit de Joseph Trito et je me réjouis de travailler avec lui quotidiennement. Et alors ce forum, le second sur l'humanité et la santé, était co-organisé bien évidemment avec. C'est Joseph qui en est, c'est le professeur Trito qui en est à l'initiative. Moi, je suis la petite main derrière qui essaye de dépatouiller comme je peux pour faire avancer les congrès et les actions que nous avons amenées. C'est une tâche colossale. Ne minimalise pas ton travail. Ah oui. De toute façon, on a un travail énorme à abattre et ne minimise pas, mais je salue aussi celui du professeur Trito parce que tous les jours, mais vraiment tous les jours, sans compter ses heures, il est à pied d'œuvre. On l'est tous d'ailleurs. Et pour une bonne raison, et c'est pour ça d'ailleurs, je vais rebondir sur l'objectif de ce forum. Alors, c'était de faire venir des sommités quand même, on peut le dire, hein, c'était des personnages de renommée internationale au Palais Brongniart pour évidemment informer, alerter, faire cette conférence et
avoir le témoignage selon les expertises de chacun. C'était vraiment très intéressant au niveau scientifique de les regrouper et de les entendre. Et il y avait un autre objectif très très important derrière celui-ci qui était, alors je dis qui était, mais on ne lâchera pas pour autant, qui était de signer le manifeste de Paris, donc qui va bientôt s'appeler le manifeste d'Assise, et de recueillir les extraits que chaque personnalité nous envoyait et nous envoie de fait toujours pour écrire un livret blanc qui sera joint en manifeste et porté devant les Nations Unies avant le 18 juillet, parce que le 19 juillet, tu parlais de l'OMS, et bien justement, l'OMS va pouvoir mettre en application ce traité tout à fait liberticide et éventuellement militariser les forces sur les différents territoires pour nous contraindre, parce que là, on perd clairement notre souveraineté nationale, mais on perd aussi notre droit à décider pour nous-mêmes. Donc, pour nous tous, et plus particulièrement pour les résistants qui luttent depuis 5 ans maintenant, c'est vraiment un énorme danger. Ça, c'est un danger pour tout le monde, mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a été résistant pendant 5 ans et qu'on pense avoir fait tout ce qu'on pouvait en refusant les injections, par exemple, qu'on est sorti d'affaire, puisque là, ils vont pouvoir nous imposer par la force leurs directives. Sous prétexte de pandémie, ils pourront déclencher une pandémie avec très très peu de cas, comme bon leur semble. Donc c'est vraiment une menace imminente, sachant qu'ils ont déjà commencé à injecter les produits de consommation tels que les canards et ils seront contaminés via la nourriture si nous ne nous opposons pas fermement. Donc d'où cet objectif de réunir tous ces scientifiques et l'objectif aussi qu'on a toujours eu par rapport à la coalition européenne, donc de faire front tous ensemble, faire masse, parce qu'un mouvement citoyen on peut pas l'arrêter, donc nous ne nous arrêterons pas. Et si tu veux, je continue sur ce qu'on va faire, puisqu'on va rebondir en allant à Assise. Voilà, donc, grâce au professeur Tréteau qui nous a trouvé une salle, enfin une très jolie salle dans un hôtel à Assise qui nous recevra. Alors tous les intervenants ne pourront pas venir à Assise, d'autres qui ne pouvaient pas venir à Paris pourront venir à Assise, donc finalement il y aura quand même, ce sera très intéressant. Et puis on va faire il y aura des échanges vidéo, j'imagine, pour ceux qui ne pourront pas être sur place. Oui, mais il y aura quand même pas mal de monde en présentiel. Hein. Il y a plus d'une vingtaine d'intervenants qui peuvent se déplacer à Assise, même si c'est fait à la dernière minute. Hein. Donc, et il faut souligner que chaque intervenant prend son temps, ne demande pas d'argent. Enfin, je veux dire, toutes ces personnes-là se mettent à la disposition. D'ailleurs, ils vont tellement se mettre à la disposition qu'ils proposent de faire des consultations, qu'ils soient médecins ou juristes, pour les personnes qui pourront se rendre à Assise et les aider du mieux possible. Donc voilà, et puis à la rentrée, on va faire une deuxième session à Paris, donc bien sûr ce sera post OMS, mais on tient à faire quand même une session à Paris, même si on a été empêché par le Palais, alors pas par le Palais Brongniart, par le loueur privé du Palais Brongniart. Ah, d'accord. Ils avaient le droit de faire ça? C'est leur salle, hein, ils en sont propriétaires, donc même si les prétextes avancés étaient pour le moins, enfin bon, c'était pas crédible hein, de prétendre qu'il y aurait une émeute parce que il y a eu un article sur Facebook qui a fait 100 vues et qui parlait de nous, alors qu'on est quand même dans un pays où la libre expression, je l'espère, peut être maintenue. Enfin, on voit bien que non, mais bon. En tout cas. J'imagine suite à ça, à ce refus. C'est quand même énorme. C'est le professeur Tréteau qui pourra en parler s'il le souhaite, puisqu'il a bien évidemment contacté l'avocate pour pas laisser passer une telle atteinte au droit s'exprimer. C'est vrai que on est dans un pays de droit, on était dans un pays de droit, des droits de l'homme. Ça fait un peu rire jaune quand on dit ça, mais voilà. Donc le loueur avait le droit, oui, bien sûr, puisque c'est sa salle, c'est privé. Enfin, c'est un loueur privé du Palais Brongniart, il avait le droit, sauf que il a avancé 8 jours avant. 8 jours avant. Et 8 jours avant, c'était un gros problème. Ouais. C'était un gros problème parce que bien évidemment, il y avait des invités qui avaient déjà pris leur billet d'avion, leur billet de train, leur réservé les hôtels, enfin, voilà. Et pour ceux qui pourraient vous rejoindre à Assise, quels sont les jours, alors exact, et le lieu de rendez-vous? Les 14 et 15 juillet.
D'accord. Donc, c'est un hôtel qui est à Assise. Alors, j'ai pas l'adresse sous les yeux, mais par contre, on pourra mettre en lien Oui, le communiqué de presse et le professeur Fétou nous a réalisé le programme aussi. Et puis, en lien tous les éléments, puisqu'on appelle à signer le manifeste, on appelle aussi à nous soutenir à travers une campagne de crowdfunding, parce que comme vous l'imaginez, ça a été un coup dur à double, pour deux raisons évidentes. Hein. Ne pas pouvoir s'exprimer et financièrement, c'est forcément très compliqué. oui, oui, oui. Quelle a été votre réaction, Joseph? Bah, je peux uniquement rigoler parce que, pour une raison très simple, avec le même groupe, nous avons fait en 2023 le premier forum mondial sur l'humanité et santé. Donc, nous avons donné des prix à des personnalités importantes, même françaises. Tout s'est passé très bien, sans aucun problème. Cette année, par contre, le thème que nous avons choisi avec tous notre partenaire de prendre en charge est des thèmes totalement actualisés. Donc, c'était le problème de la création de virus synthétiques dans les laboratoires à usage humain, donc comme des armes biologiques, donc des crimes biologiques contre l'humanité. Deuxième, c'était la prise en charge des personnes qui ont été soumises à toutes les vaccinations à RNA messager. Nous avons toujours dit depuis Luc Montagnier que cette technologie n'était pas mûre pour être appliquée à large échelle, qu'il avait des facteurs inconnus sur le plan biologique très importants à l'intérieur de la cellule humaine, qui envisageait réellement un espèce de traitement génomique. Donc, tous ces médicaments, dits médicaments, étaient à but génomique. Donc, ils pouvaient moduler et changer partiellement le génome humain. Et d'autre part, ils pouvaient s'insérer comme nucléotides à l'intérieur du génome humain. Donc, ils s'ouvraient la porte à une expérimentation génomique à large échelle sans aucune discussion préalable au niveau des Nations Unies ou des organisations comme l'OMS, etc. En réalité, sur l'OMS, il ne s'est jamais eu une discussion scientifique et technique sur l'utilisation des produits RNA messagers pour des traitements préventifs. Parce que aussi pour les épidémies, il ne s'est jamais parlé de prévention sur des épidémies inconnues et sur des virus artificiels. Donc, il était tout ça. Il était tous les aspects, pas uniquement scientifiques, il était des grands scientifiques français qui participaient à ça, mais aussi d'autres pays, mais il était des grands groupes d'avocats internationaux, italiens, français, allemands, suisses, etc., qui contribuaient à tout ça pour faire une réflexion éthique et légale dans le même temps, de la responsabilité de la recherche, de la liberté d'autre part de la recherche en soi-même et de la nécessité de régler tout ce système de façon très, très précise pour éviter les dérapages ou l'utilisation duale, c'est-à-dire une utilisation malveillante des recherches de type biologique. Donc, l'idée était uniquement de confronter les personnes. Naturellement, beaucoup de personnes ils ont refusé de venir, d'accepter de venir à la conférence, même s'ils étaient des experts, pour la peur de dévoiler leur conflit d'intérêts avec les grandes boîtes pharmaceutiques, bon, même des personnes de l'Institut Pasteur, d'autres groupes qui travaillent aussi en France sur l'INSERM, sur le CNR, qui sont très qualifiés, que je connais très bien, mais qui n'ont pas voulu participer à ça. Il faut dire ça. Comme d'autres, ils l'ont accepté avec grand courage, comme Jean-Marc Sabatier, etc., de participer à ça. Donc, il existe aussi un problème sur le front de la science
les chercheurs qui travaillent depuis plusieurs années dans ce domaine-là, mais ils ne veulent pas dire qu'est-ce qu'ils font et par qui ils sont payés. Ils ne sont pas payés uniquement par l'État, parce que c'est surtout ça. En France, il y a un gros scandale, pas uniquement sur le pôle de Biomérieux et Sanofi sur le plan industriel, etc., qui, comme d'habitude, ils ont une grande liberté d'action au niveau international, mais pour des institutions phares de la France, comme l'Institut Pasteur, que vraiment, il a participé de façon profonde à tout le déroulement de la recherche à Wuhan, avec l'Institut Pasteur de Shanghai, qui après a été fermé, commissionné par l'État chinois, et donc toutes les personnes sont retirées de l'Institut Pasteur de Shanghai. Et la collaboration des Français avec les Américains, il était tout un passage de prélèvement de sang qui venait des pays asiatiques, des personnes malades, des différentes infections contagieuses, etc., qui passait par Pasteur France, Paris, et après il arrivait dans les laboratoires aux États-Unis, qui étaient des laboratoires duals, donc de type aussi académique et militaire. Donc, tout ce trafic, un peu comme, si vous voulez, le trafic d'organes, c'est la même chose. Il était couvert par les institutions. C'est un grand scandale. Ils sont aussi des organismes comme Stockholm, comme l'Institut, le Karolinska, etc., qui ont participé à la création des vaccins Moderna, et l'Institut Craig Venter, qui est le grand phare de la recherche de biologie synthétique aux États-Unis, qui même, ils ont réalisé les premières SARS-1 dans les laboratoires pour les passer après avec les laboratoires très connus de Ralph Baric à North Carolina et de Vanderbilt pour potentier des armes biologiques. Donc ça, c'est un grand scandale mondial. C'est un scandale où, malheureusement, les institutions américaines sont dedans. Nous savons parfaitement maintenant avec les NIH, tous les fois qui sont été publiés aux États-Unis, les NIH, ils ont coopéré à créer ces armes biologiques avec les Chinois, et à un certain moment, les deux pays sont divisés dans le sens où on allait dans d'autres directions, mais continuant dans la même logique. Donc, ces deux pays, États-Unis et Chine, ils ne sont pas dans la Cour internationale de l'Hague, pénal de l'Hague, donc ils ne peuvent pas être persécutés directement. Au contraire, les États-Unis demandent aussi de fermer la Cour internationale de l'Hague parce qu'il a condamné Netanyahou pour d'autres raisons. Donc, il y a beaucoup de raisons politiques dans tout ça. Mais toute l'histoire qu'il ramène au cover-up... Pardon, on n'a pas entendu, Joseph, qui avait condamné... Netanyahu. Oui, c'est ça, l'International. Oui, il avait condamné Netanyahou comme crime contre l'humanité, et à ce point-là, les États-Unis sont opposés, ils veulent la fermeture réellement de la Cour internationale de l'Hague, qui nous savons est une des agences des Nations Unies, c'est-à-dire la Cour pénale des Nations Unies. Donc, si des pays qui sont dans les Nations Unies veulent faire ça, bon, ils doivent présenter la demande au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pour faire ça, pas pour avoir une attitude qu'il est de primus contre les autres. Ça, c'est une attitude tout à fait irrécevable sur le plan éthique et de la responsabilité sociale mondiale. Bon, mais indépendant de ça, la chose qui nous intéressait est de pouvoir discuter de la réforme de l'OMS, parce que la réforme de l'OMS était faite en plusieurs étapes, en 4 ans, avec le support et l'apport des pays européens, très importants des pays européens, qui l'ont élaboré pas uniquement la plateforme digitale sur laquelle la réforme de l'OMS se doit fonder, mais dans les principes eux-mêmes où l'OMS devient l'instrument juridique pour régler la santé mondiale. Donc,
l'OMS devient Oui, une institution juridique. est-ce qu'on peut dire que la santé est devenue un instrument politique? C'est ça. Maintenant, ils deviennent pas un instrument politique, mais aussi un instrument militaire, dans le sens qui impose sur la souveraineté des pays, ils disent, bon, l'OMS a décidé que vous devez faire comme ça. Ils vont ouvrir dans ces schémas des hubs de coordination dépendant uniquement de l'OMS, de l'activité locale nationale. Donc, à travers le programme ERA, qui est le programme qui a été approuvé par la Commission européenne en 2022-2023. Donc, par exemple, en Italie, il s'est ouvert récemment le pôle biotechnologique de Sienne, où il est le premier hub européen de l'OMS pour la réforme de l'OMS. Donc, ils sont tous, il est Pfizer là, il est Fauci qui est derrière, il a pris aussi sa maison à Sienne. Donc, ils sont tous les mêmes acteurs qui doivent être condamnés et qui se représentent sous l'hub de coordination européenne de Sienne. Et naturellement, ils seront faits les autres, en France et en autres pays européens. Donc, ces laboratoires sont totalement indépendants, sont des appendices pratiquement de l'Organisation mondiale de la santé. Ils doivent collecter des données pour suggérer à l'Organisation mondiale quelles sanctions il faut prendre ou quelles décisions il faut prendre en face des pays, indépendamment de la réforme des programmes de santé du pays. Donc, vous voyez... C'est ça le grand danger des nouveaux traités de l'OMS, et c'est pour ça que l'OMS, depuis justement la crise Covid, a décidé de réglementer tout ça pour mieux imposer sa pensée. Décider d'une pandémie, et qui décide? C'est Tedros qui tout seul a décidé. Les fonds qu'ils utilisent sont en grande partie donnés, maintenant que les États-Unis se sont retirés, c'est Bill Gates qui est le maître d'œuvre pratiquement, avec tout son argent, sa pseudo-philanthropie. L'OMS qui a quand même un double langage sans arrêt, puisque c'est pour le bien de l'humanité. Et alors, au prétexte de se mêler de santé, l'OMS s'immisce dans tous les domaines, que ce soit le climat, et vous parliez de HARP justement, mais le climat, les voyages, la sécurité routière, et surtout, c'est ce que je dis dans le livre là, la cible de l'OMS, ce sont les enfants. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les enfants qui représentent l'avenir. Et c'est vous, professeur Trittot, qui le premier m'avait éveillé sur le programme de la DARPA qui est le lien entre l'OMS et la DARPA. Et alors dans mes recherches, j'ai vu que je vous ai entendu parler de l'histoire des moustiques, les moustiques génétiquement modifiés. Oui. Mais j'ai vu aussi que le DOD a dépensé 100 milliards de dollars de technologie du forçage génétique. Alors, la DARPA, Gates, Oxitec, tout ça, c'est lié. Est-ce qu'il y a eu un programme secret? Non, sûrement cette militarisation de la santé est née à l'époque, pratiquement dans les derniers temps, parce qu'il est très loin de l'histoire, au niveau du CDC américain, qui est contrôlé. Les directeurs du CDC américain sont américains et sont juifs. Ils ont une double nationalité, qui ont lancé l'idée de créer l'agenda global pour la sécurité en santé. C'était un concept, c'est-à-dire nous devons protéger la santé des personnes, nous ne devons pas sécuriser la santé. Sécuriser est un terme militaire pratiquement. Et l'idée, pour sécuriser la population, il se doit homogénéiser la population, c'est-à-dire toutes les personnes doivent avoir un marquage, si vous voulez, et l'unique marquage qui peut être bon et qui peut être permanent, c'est le marquage génétique. Donc, pour faire un marquage génétique, vous devez imposer une campagne vaccinale progressive en justifiant qu'ils sont des maladies qui peuvent venir, arriver, etc., dans lesquelles ils sont des Trojan horse qui rentrent dans le génome et
s'installe dans le génome. Donc, vous êtes capable d'identifier les personnes qui appartiennent à vous dans une communauté, etc. Parce qui deviennent un produit manufacturé. Oui, c'est ça, un produit synthétique. De toute façon, c'est un produit synthétique, donc de synthèse biologique. Ça, qu'est-ce que veut dire? Que déjà, après la première vague de vaccination de masse pour le Covid, soit un certain nombre de lots, et il s'est passé ça. Donc, les personnes ont été marquées partiellement à l'intérieur de leur génome. Comme ça, nous pouvons séparer les personnes qui ne sont pas marquées et les personnes qui sont marquées. D'une certaine façon, déjà, nous en commençons à parler d'individus génétiquement modifiés pour un but pas de les transformer en quelque chose, uniquement pour dire, bon, c'est homogénéiser la population. L'homogénéisation de la population après a un handicap important, qui sont les enfants. Les enfants, ils naissent avec un système immunitaire qui doit exercer, qui doit s'activer en face de l'environnement externe, donc pratiquement sont dénudés complètement dans un système entraîné, même s'ils ont la mémoire de la mère, la mémoire à l'intérieur, les cellules immunitaires et le génome. Donc, il doit entraîner. Et ça, il crée un problème pour l'homogénéisation de la population. Donc, l'idée de donner tous ces produits à but génomique, déjà après les premiers 3 mois de naissance. Vous comprenez, 3 mois de naissance. Oui. L'enfant déjà est couvert par le lait maternel, il est couvert par beaucoup de choses, il en commence progressivement à s'adapter à l'environnement. Donc, quand vous voyez la mortalité en cette période, excepte pour les maladies que les enfants peuvent avoir, mais un enfant normal, il n'a aucun risque, développe son environnement à travers la protection du lait maternel. Et bon, comme d'habitude. Ce sont 14 vaccins obligatoires maintenant pour les nouveau-nés. Oui, c'est ça. 14 vaccins obligatoires. C'est symbolique. Ça veut dire changer complètement le patrimoine immunitaire de l'enfant. Et si vous changez cette partie du système immunitaire de l'enfant, déjà, c'est un autre enfant. Il n'est pas le même sur le plan génétique, immunologique, il n'est pas le même. Donc, sous ça, c'est la plateforme, la porte-avions, sur laquelle vous pouvez mettre tous les petits avions que vous voulez pour créer un comportement, pas uniquement immunologique, mais un comportement comportemental, donc parce que tous ces produits, nous le savons déjà avec les anciennes vaccinations classiques faites, ils peuvent avoir un effet sur le cerveau, sur le développement du cerveau, sur le développement du microbiome de l'intestin, et sur d'autres activités qui sont en période de croissance. Et en plus sur la fertilité, sur la organisation des systèmes de reproduction de façon qu'ils soient actifs dans la puberté. Donc, puisqu'ils veulent diminuer la population sur Terre, tous les moyens sont bons. D'abord, on rend stérile les femmes. Si les enfants résistent, arrivent à naître, parce qu'il y a combien de naissances qui n'ont pas eu lieu, qui auraient dû avoir lieu. Si les enfants arrivent à naître, 14 vaccins, et il faut encore qu'ils résistent à ça. Et après, on les achève avec une éducation à la sexualité à l'école. Oui, totalement fluide. Totalement fluide. Pardon, Joseph, si vous me permettez, je suis vraiment... L'OMS n'a pas attendu les injections à ARN messager ou autoreplicants ou autres pour s'attaquer à la vie des habitants de ce monde. Parce que j'ai vu que, par exemple, les vaccins, le vaccin du tétanos, il y a déjà eu un scandale. L'OMS a menti là-dessus, sous prétexte de soigner les gens contre le tétanos et à leur insu, sans les prévenir,
il y a eu une stérilisation des femmes. Et pendant 2 ans, il y a eu une chute très, très nette des naissances. Ils ont fait aussi horrible avec la polio, avec le vaccin synthétique de la polio. Alors maintenant, la polio, c'est dramatique, certes, mais c'est pas toujours mortel. Mais le nouveau vaccin, qui est un vaccin oral, provoque une maladie qui s'appelle la paralysie flasque aiguë, et là, c'est mortel. Alors, oui, c'est ça. Et ça, c'est merci l'OMS. C'est pas comme ça que… mais comme il a dit Didier Raoult, les cas de polio qui l'ont détecté à Gaza, c'était des polio vaccinales. Ben oui. Maintenant, oui, et maintenant que ce virus est synthétique, on va plus pouvoir l'éradiquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous voyez. J'ai entendu Eric Montana, tu l'avais cité et on le cite souvent, c'est le but. Bill Gates lui-même a dit, si nous accomplissons un excellent travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des naissances, nous pourrons réduire la population de 10 à 15% peut-être. Voilà. Ça, c'est la théorie malthusienne depuis longtemps, des années 60, quand les États-Unis ont financé aux Nations Unies les programmes de contrôle de la natalité, donc de dépopulation. Joseph, je voudrais bien savoir, Joseph, à quel moment, selon vous, la mission de l'OMS, qui est d'amener tout le monde à un état optimum de santé, à quelle moment sa mission a été dévoyée? Il était à un moment quand la directrice de l'OMS était la Chinoise, la Chang. Donc, la Chinoise, elle a ouvert la porte parce qu'il manquait beaucoup d'argent pour faire fonctionner. Il n'y a pas eu le temps de se faire vacciner. Oui, mais la Chang venait du monde de Big Pharma. Donc, comme la mentalité chinoise, pour faire du business, des affaires, elle a ouvert les portes à Big Pharma. Il a dit Big Pharma est très important pour soutenir l'action des Nations Unies, donc de l'OMS dans le monde. Et ça, il peut être aussi une bonne idée parce que les médicaments sont produits par Big Pharma, ils ne sont pas produits par les populations, etc. Donc, ça qui semblait une chose anodine, il a ouvert la porte à tous les tycoons qui travaillent avec Big Pharma comme Bill Gates et qui ont créé cette organisation Gavi, qui était une corporate pratiquement, où Fauci il a eu un parti important. Maintenant, Gavi, pardon, un des plus gros contributeurs de l'OMS. Et ça. Et USAID, derrière Bill Gates, est entré et a financé aussi Gavi. C'est la raison pour laquelle Robert Kennedy a stoppé cet argent à Gavi, parce que c'est un argent qu'après, il allait à Bill Gates, il n'allait pas à quelqu'un d'autre, non? C'est amusant. Plus l'on donne, plus l'on et donc, il n'avait rien à voir avec l'OMS, parce que sur l'OMS, il arrivait très peu d'argent, il arrivait uniquement de l'argent pour payer des P2, P3, c'est-à-dire des cadres administratifs aux fonctionnaires de l'OMS dans toutes les parties du monde. Mais vous pensez, un P2, c'est 40 000 euros par an. Donc, c'est comme des bourses, des fellowships, non? Tu comprends? Donc, avec très peu d'argent qui donnait 7% sur les projets de l'OMS, après, il avait l'autorisation sous le parapluie de l'OMS et des Nations Unies de faire du business sur les médicaments. Et c'est la chose qu'il a dit Bill Gates même. Moi, j'ai investi 10 milliards de dollars dans Moderna, et j'ai gagné 250 milliards. C'était le plus grande affaire de ma vie. Non, mais ça, c'est interdit par la loi. C'est ça, il faut comprendre, tout ça est interdit par la loi. Alors, lui, il a fait le mécanisme Ponzi après, c'est-à-dire, je fais ce projet, j'ai l'autorisation de l'OMS, etc. Moi, je paye ça, et après, avec les pays tiers, ils disent, bon, alors, je vous donne les médicaments dont vous avez besoin,
mais vous devez payer avec les ressources de l'État. Donc, ça, c'est le mécanisme Ponzi, comme il s'appelle aux États-Unis, qui est un mécanisme interdit par la loi américaine. Il faut avoir une permission pour faire ça, et elle est pénale, c'est-à-dire Bill Gates, déjà avec Microsoft, qui n'avait pas payé et ne paye pas régulièrement les impôts pour Microsoft aux États-Unis, Oui. et avec le mécanisme Ponzi, il doit être déjà jugé et mis en prison aux États-Unis. Donc, ils sont les lois aussi aux États-Unis. Il ne faut pas penser qu'il n'existe pas les lois. Si après les personnes, pour des raisons de convenience politique ou d'autres types, ils ne veulent pas accepter les lois, c'est la même polémique qu'il a fait Rand Paul dans les derniers temps, quand il a vu que même avec tous les feuilles américains, toute l'évidence que Fauci, avec Bill Gates, etc., il avait préparé tout ça, il avait préparé la pandémie et après les traitements à vendre au niveau du marché, il était fermé à un certain moment. Et donc, Rand Paul a dénoncé au niveau personnel Fauci pour le mettre en prison. Et c'est une des raisons pour laquelle actuellement aussi il est pénalisé d'une certaine façon par le gouvernement actuel, même si est soutenu par Robert Kennedy, etc., parce qu'il a fait un acte personnel de citoyenne américaine et il a entamé une procédure contre Fauci au niveau personnel. Parce qu'il faut raconter les choses, il ne faut pas penser que tout le monde aux États-Unis est d'accord, ils ont beaucoup d'opposition à la stratégie de Robert Kennedy dans la transformation de l'NIH, du CDC et de l'FDA américaine, et ça, il a un effet totalement négatif sur le reste du monde. Il s'est passé une chose importante. Les États-Unis sont sortis de l'OMS. Bon, tout le monde était content de tout ça, etc. Mais quel autre pays sont sortis de l'OMS? Aucune, excepté l'Argentine et l'autre, la Slovaquie, etc. Et l'Hongrie, etc. Bon, donc 3 pays, etc. Mais les États-Unis étaient le pays qui donnait plus d'argent, ils donnaient 500 millions par an à l'OMS. Donc, mais cette stratégie de la chaise vide a créé un problème. Parce que comme d'habitude au niveau politique, si vous laissez une place, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? La Chine est intervenue et a dit, bon, pour faire fonctionner l'OMS, parce qu'il est important qu'il fonctionne comme agent des Nations Unies, je mets moi 500 millions, c'est-à-dire le même argent des États-Unis, distribué en 5 ans. Donc, le résultat final, que l'OMS est sauvé par les Chinois, mais non parce que les Chinois ils pensent que cette réforme de l'OMS est la bonne, parce que chez eux, avec tous les pays du BRIC, ils vont faire les choses qu'ils veulent. Ils vont faire leurs médicaments, leurs vaccins, etc. Et si tu voudras un jour entrer en Chine, tu vas dire, bon, tu as fait les vaccins qui sont prévus par nous? Non. Alors tu vas en quarantaine ou tu n'entres pas. Donc, tous ces grands pays qui représentent 2 tiers du monde, à la fin, ils interprètent toutes ces transformations à leur façon, si vous voulez. Parce qu'ils ont la capacité dictatoriale, si vous voulez, ou centralisée, de contrôler tout le système. Chose qui ne se fait pas faire en Europe et qui ne se fait pas en Europe avec la situation actuelle d'une commission qui est en train de tomber et qui n'a pas aucun pouvoir, même si la commission il se donne des pouvoirs qui n'a pas, qui ne peut pas avoir, etc., qui n'est pas une commission politique parce qu'il n'a pas une fédération politique de l'Europe, donc la coalition européenne que nous avons lancée, etc. Donc, il reste les pays souverains. Mais les pays souverains sont trop petits en Europe pour soutenir l'impact et d'être dépendants d'une industrie pharmaceutique qui n'est plus européenne. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons tout délocalisé et à la fin, vous voyez, même l'industrie française était un grand fleuron sur le plan pharmaceutique avec Biomérieux et tous les autres, etc., Sanofi, etc. Bon, la plupart sont devenues américaines. Donc, Biomérieux qui s'est bien enrichi avec les tests PCR. Oui, c'est ça. Bon, donc, tous ces
pays-là, mais désormais l'actionnariat est américain, tout ça. Stéphane Bancel était le CEO de Biomérieux, qui est après devenu le CEO de Moderne. Donc, ils sont des choses comme ça. En Italie, toute l'industrie pharmaceutique italienne était acquise par les Américains, donc nous n'avons plus d'industrie nationale, etc. Donc, si nous voulons avoir des médicaments, nous devons l'acheter ou par les États-Unis ou à travers l'OMS, et ça c'est l'autre aspect de la réforme. L'OMS crée pratiquement avec cette réforme une espèce de chambre de commerce des médicaments au niveau mondial. L'OMS décide les médicaments qui doivent être adoptés dans les cas d'épidémie, d'émergence, toutes les choses que vous voulez, etc. Et quelles sont les compagnies qui doivent produire ces médicaments et comment ils doivent être distribués sur le territoire mondial. Donc, d'autre part, il se donne aussi le droit de contrôler la production des thérapies géniques et cellulaires. Ça, il est marqué dans le programme, qui est dramatique, oui. Ça, vous comprenez? Donc, ils mettent la main sur toute la manipulation génétique et cellulaire. Il faut bien que tous ceux qui nous écoutent le comprennent et le disent et le diffusent autour d'eux. C'est qu'il va en être terminé du libre choix de son praticien, ou si on peut encore choisir son praticien, lui n'aura plus le choix de choisir les médicaments, de faire l'ordonnance qui vous convient. Il y aura des protocoles. Ce n'est pas un protocole personnalisé, ce sera un protocole imposé par l'OMS. Absolument. Et comme ils ont interdit les médicaments qui marchaient, qui coûtaient pas cher et qui fonctionnaient très bien pour pouvoir placer en urgence leurs injections. Eh bien, ben voilà, comme ça, vous aurez des injections qui seront élaborées en quelques mois, qui coûteront moins cher, qui n'auront pas été vérifiées. Je vous donne un exemple très banal. En Italie, beaucoup de malades terminaux pour différents types de cancers, ils utilisent la thérapie Di Bella. Alors, Di Bella, qui était l'inventeur de cette thérapie, c'est cocktail d'hormones pratiquement. Il était interdit pour une certaine période en Italie. Après son fils, il a repris tout ça. Bon, j'ai vu un cas récent, mais ça, c'est un cas que j'ai vu d'un myélome multiple avec des métastases partout, etc. Donc, à phase terminale, il ne répond plus à la chimiothérapie, etc. Thérapie classique. Donc, le Di Bella, il a prescrit la somatostatine. Bon, la somatostatine, il a besoin d'une prescription particulière en Italie, sinon, et tu dois voir, étant donné que cette thérapie Di Bella n'est pas acceptée par le système public, la personne était obligée d'acheter la somatostatine en soi-même en Suisse. Un flacon, 1800 €. Un flacon, 1800 €. OK? Donc, il se peut permettre tout ça dans les conditions normales. C'est un exemple, mais même l'ivermectine n'est pas disponible, en Italie, et les personnes ne veulent pas la prescrire parce qu'inévitablement, même si tu vas en pharmacie, je vais dire en Suisse, tu as besoin de la prescription d'un médecin. Donc, il est tout un mécanisme comme ça. La chose la plus embêtante est le rôle de l'OMS dans la décision de gouverner et contrôler les thérapies cellulaires, donc les thérapies anti-aging, les thérapies de différents types, pratiquement les cellules staminales. Les thérapies viennent dans les cellules staminales, etc. Et les thérapies géniques. Donc, ils vont créer un pool de laboratoires qui vont dire ça sont les laboratoires qui peuvent fabriquer ça. Et c'est à nous de distribuer. Donc, une vraie chambre de commerce des médicaments mondiale. Ça, c'est un aspect qui n'est pas réglé parce que normalement, tout ça peut être réglé. Déjà, Joseph, dans ses premières publications, que elle ne reconnaissait que la médecine entre guillemets scientifique, c'est-à-dire existe des médecines traditionnelles chinoises, naturopathie, etc. Là, c'est l'autre grand problème. C'est l'autre grand problème.
parce que vous pensez à tous les pays du BRICS, pratiquement, la médecine traditionnelle chinoise, indienne, indonésienne, etc., a soigné beaucoup de monde. Hein. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas eu tous ces malades, toutes ces personnes, ils sont morts comme en Occident, avec les vaccins, etc. En Afrique, c'est pareil. L'artémisine, qui traitait la malaria, mais il a traité même moins de 20% de mortalité dans les pays africains, parce que tout le monde utilisait l'artémisine, différents sirops, etc. Et toutes ces épidémies qui sont dues, toutes ces épidémies qui sont dues à l'insalubrité des eaux, etc. Donc, il faut tout cet argent dépensé pour être utilisé à creuser des puits, c'est moins cher. Vous savez bien qu'en France, il était une grande tradition pour la médecine, nous disons, alternative aux médecines complémentaires, non? Qui quand même, il est reconnu, même dans les Nations Unies, est reconnu dans l'OMS comme médecine en parallèle, si tu veux. Mais en France, il était Boiron, des histoires. En France, il était une grande tradition des médecins naturopathes, donc de la médecine de ce type-là, qui a fonctionné bien, même dans la période du Covid. Le véritable problème actuellement, est que les grandes boîtes pharmaceutiques ils veulent prendre la main sous la médecine dite naturopathe. Donc, toutes ces médecines traditionnelles, ils sont en train de faire un schéma, si vous voulez, industriel de prise en charge de tout ça, avec l'idée de contrôler les ressources. Et c'est la chose qui se passe maintenant avec le World Economic Forum, avec l'agenda 2030, et le contrôle des ressources qui peuvent donner origine à des médicaments d'origine naturelle. Et c'est ça l'autre problème important pour transformer toutes ces plantes en plantes génétiquement modifiées aussi et donc contrôler toutes ces chaînes. Ça, c'est une chose qui est en train de se mettre en route. Les personnes ne se rendent pas compte de ça. Les groupes sont en train d'acquérir des lots de terrain dans tous les parties du monde. Joseph, je suis désolée, mais c'est inaudible. On n'arrive pas à suivre. Moi, on l'entend, Jackie, on l'entend, ça vient de chez toi. Vous voulez aborder avec vous. Je ne sais pas si Joseph m'entend bien quand nous, on l'entend. Oui, je t'entends bien, Jackie. Et oui. Je tiens un peu. Ok, je t'entends bien. Loris, tu m'entends, toi? Oui, en fait, on entend tous très bien. C'est toi qui as un problème, Jackie, je pense. Oui. Ah bah, t'as tellement un problème que t'es plus là. C'est ça. Bon. C'est moi que je vais disparaître. Non, reste là. Non. Déconnecte-toi et reconnecte-toi, Jackie. Voilà. Bon, on a perdu notre présentatrice. Joseph, l'autre jour, on en a parlé ensemble dans l'émission et on a évoqué la piste criminelle et scatologique. Donc, tout ce que tu es en train de nous expliquer, à la limite, c'est la surface des choses. Ce sont les conséquences et la manière dont tu procèdes. Mais l'essentiel, c'est quand même qu'il y ait un objectif criminel. Cet objectif criminel, c'est de réduire la population mondiale. Alors, j'aimerais qu'on se concentre là-dessus, Joseph, parce que c'est ça le plus grave. Le choix que nous avons fait de célébrer le forum à Assisi, ce n'est pas un choix anodin. Assisi, c'est une ville un peu religieuse, si tu veux, c'est une ville symbolique du monde catholique, du monde de la paix, etc. Et dans le manifeste, nous disons que nous sommes contre cette démarche transhumaniste du monde qui est contrôlée par le World Economic Forum. Malheureusement, le World Economic Forum, qui a commencé avec la GESDA, c'est-à-dire cette organisation qu'il avait créée à Genève pour former les nouveaux cadres de la diplomatie mondiale et les nouveaux leaders politiques. Donc,
nous avons vu dans toute cette année que tous ces nouveaux leaders, à partir de Macron, de Trudeau, de Merz, de l'autre qui passe aussi, de Steinmeier, etc., tous ces nouveaux leaders, même l'ex-premier ministre, je pense à Tal de Macron, ils étaient tous des élèves du World Economic Forum. Les Young Leaders. Donc, voilà, c'est ça, c'est le groupe des jeunes leaders de Davos. Donc, tous ces leaders ont été placés, mais dans d'autres pays aussi, avec une technique tout à fait politique, de support financier, etc., pour les faire arriver dans des positions de pouvoir et d'en commencer la vraie révolution du World Economic Forum, c'est-à-dire le grand reset, qui veut dire transformer l'être humain et le conduire dans une situation de transhumanisme où les humains ils vont à être combinés, à être hybrides, à être combinés avec des systèmes d'implantation technologiques sur la base des nanotechnologies fondamentalement et adapter leur DNA avec la biologie synthétique pour créer une nouvelle espèce. Ça, ils le disent tranquillement, ils sont dans tous les documents, etc. Les personnes, les citoyens normaux qui ne suivent pas ça normalement, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, etc. Ils ne sont pas rendus compte qu'il était une transformation d'un cartel financier très puissant, transnational, qu'il ait réussi à prendre en main le programme du développement durable des Nations Unies, qui était le programme fondamental des Nations Unies, avec la complicité de l'actuel secrétaire des Nations Unies, Guterres, qui, avec son initiative... Les fameux 17 ODD. Oui, c'est ça. Les fameux 17 ODD. Donc, le troisième qui concerne la santé surtout. Donc, même, je vais dire, en Italie, où les personnes qui travaillent aux Nations Unies sont plutôt attentives, etc., ils ne sont pas rendus compte de cette manœuvre qui était de déplacer complètement le grand programme des Nations Unies pour l'aide à les pays en voie de développement, mais pour créer la synergie, non réduire le gap, comme il s'appelait, entre le nord et le sud du monde, etc. Donc, et la mise en place des leaders de ce type-là. De l'autre part, la division dans les différents pays du monde, surtout européens, etc., a empêché de créer une classe politique de leaders totalement différents, qui voulaient défendre l'humanité, des valeurs, de l'éthique, des valeurs typiques de la culture de chaque pays européen, etc. Donc, ça, c'est le véritable problème. Moi, je le vois en Italie, vous pensez que l'actuel Premier ministre italien représente 8% du 40% de la population qui allait à voter. Donc, il est une minorité minuscule totalement. Avec sa majorité, il arrive à 20% des 40% qui l'ont voté, mais il reste plus de 50% de la population italienne qui ne vote pas. Donc, il a une vraie majorité silencieuse. Donc, dans beaucoup de pays européens, c'est la même chose. En France, il y a une grande crise. Il y a une grande crise de leadership qui ne correspond plus à des nécessités et à les exigences du pays. Donc, il sera une crise importante. En Angleterre, il y a une crise importante parce que tous les jours, les personnes demandent la démission de Steinmeier, etc., qui n'a plus de majorité réellement. Donc, nous sommes dans une période de crise de la démocratie. Dans les pays occidentaux, étrangement, nous n'avons pas compris que cette World Economic Forum était une cartel de personnes transhumanistes, donc personnes, disons, sans sympathie, qui veulent dominer le monde et qui veulent substituer progressivement les ouvriers, toute cette minorité, donc ces personnes de niveau bas pour les activités humaines, avec les robots, les androïdes. Donc, et d'éliminer ces populations qui n'est pas utile. Il a dit même Harari, là, qui est le gourou un peu
de ces philosophies, de dire useless eaters, c'est-à-dire les êtres humains sont des personnes qui mangent beaucoup et qui ne sont pas utiles, ils ne produisent rien. Donc, pourquoi il faut les maintenir? Il faut les éliminer. Vous pensez ça? Une chose comme ça, dans le passé, il devait donner un scandale. Ça, c'est son crime contre l'humanité. Mais le gars Harari continue à faire ses conférences partout, à écrire ses livres, etc. Et ils disent que grande part de l'humanité doit être éliminée parce qu'ils mangent uniquement, nous le devons nourrir et donc il ne faut rien. Non, mais vous pensez ça? Jacques Attali avait déjà dit ça en 81 pour les personnes âgées, en disant qu'au-dessus de 60 ans, on coûtait cher et on ne produisait rien. Mais le concept de l'humanité est le concept d'être à côté de la souffrance, de la faiblesse, des personnes qui sont en état de danger, en état de détresse. Vous pensez une femme enceinte, une femme qui a besoin d'être protégée. Et c'est la chose qui s'est passée dans toute la vie de l'humanité. Non, tu peux penser qu'étant donné que cette personne ne peut plus travailler parce qu'elle est enceinte et doit penser à nourrir son enfant, bon, ça ne sert à rien, non? Il est mieux le faire dans une incubatrice artificielle, etc., faire ça. Si nous allons dans une logique de ce type-là, c'est une logique qui va bien au-delà de la logique naziste, de la suprématie d'une race en face des autres. Donc, nous sommes vraiment dans une démarche de dire l'anthropocène, l'être humain est devenu dépassé par la technologie, parce que les Américains ils parlent comme ça de la technologie, même le World Economic Forum, uniquement de la technologie, pas de la science. C'est la raison parce que pour laquelle maintenant les personnes ne parlent pas de science, mais uniquement de technologie. C'est la technologie qui va créer le saut sur le plan qualitatif de l'être humain. Bon, la technologie, tout le monde comprend qu'il est uniquement un instrument. Jamais la technologie a changé le monde. C'est la science, c'est-à-dire le savoir, la connaissance qui a permis à l'être humain d'avancer. Donc, alors, pour la science, parce qu'ils ne peuvent pas contredire ça, ils disent, ben, mettons l'intelligence artificielle à ça, là c'est la science. L'intelligence artificielle va utiliser la technologie innovante et comme ça, la loupe est fermée. Mais aucune personne comprend que l'intelligence artificielle est une création d'algorithmes faite par le cerveau humain. Donc, moi, je n'ai pas peur. Penrose, le professeur Penrose, qui va recevoir notre avoir en septembre à Paris, s'il est encore en bonne santé, etc., il a dit clairement, il a démontré clairement, la créativité de l'intelligence humaine n'a rien à voir avec la façon comme un robot ou une intelligence artificielle peut fonctionner. Parce que... Maurice, tu voulais intervenir? Non, je croisais les doigts pour le professeur Penrose, j'espère qu'il dira très très bien. Mais oui, après, sur la fin, je veux bien dire un ou deux petits mots pour conclure et puis rappeler... Vous pensez que notre cerveau, il a besoin d'une charge électrique de 12 millivolts, vraiment rien de tout. Et il est performant. Par contre, l'intelligence artificielle actuelle, ils ont besoin des systèmes de recharge électrique, électromagnétique, tout les choses que tu veux, qu'il est énorme et une dépense d'eau qu'il est énorme. C'est pas par hasard que notre cerveau est immergé dans 70% de notre corps qui est l'eau. Mais nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes très, très avant en face de toutes les choses que les génies de l'intelligence artificielle, Zuckerberg, Elon Musk, les autres, etc., qui sont des personnes qui n'ont aucune base scientifique, parce qu'il faut dire ça aussi. Nous écoutons des personnes qui n'ont aucune base scientifique pour parler des choses. Elles n'ont que la technologie. Non, c'est ça. Alors, la technologie, moi j'aime bien quand je vois, mais sans critiquer, Elon Musk, il lance ses SpaceX, etc., et beaucoup de SpaceX explosent. Vous imaginez si moi, comme chirurgien, j'entre au bloc opératoire, je dois faire je ne sais pas combien de victimes pour être doué, mais toutes les personnes disent, ah, mais il est beau ce chirurgien, hein? Il a opéré beaucoup, tu vois là, bon, ok. 8 sur 10 sont morts, mais c'est pas grave ça, non, il devait essayer.
Non, mais nous sommes malades là. Ça sont des critères qui sont totalement de fous. Hein. Il faut pour justifier les choses qu'ils font et ils prennent des personnes qui doivent être des boucs émissaires de stratégies derrière qui sont militaires et qui sont des dévastants, disruptifs dans la société moderne. C'est pas possible comme ça. Donc, ça, c'est un partie de l'aspect, je répondais un peu à Eric, c'est la partie typiquement stratégique de ces groupes-là qui veulent, à travers la technologie, créer le progrès de l'humanité et donc transformer l'être humain dans un être transhumain qui va avoir beaucoup de composantes de bioingénierie, beaucoup de composantes de modification génomique et génétique, parce que la biologie synthétique est quelque chose d'épouvantable. Hein. Il faut être bien à l'intérieur de tout ça pour comprendre le potentiel et le risque. Il est une autre histoire après, qui est beaucoup plus, nous disons, ésotérique, je vais utiliser, etc. C'est-à-dire, c'est la façon comme l'être humain, il se présente en face de la dimension énorme de l'univers. Nous découvrons actuellement avec le télescope, web, etc. Bon, l'univers n'était pas comme nous avons pensé au départ, qui sont d'autres forces que nous ne connaissons pas trop en ce moment. Nous en commençons à percevoir des forces qui règlent l'univers de façon différente, qui nous ont peut-être dans un cycle, comme ils disent Penrose, un cycle continu d'univers différents, non? Tu passes d'un univers à l'autre, comme le multiverse, etc. Elle se parle, mais aussi quelle est la raison de notre existence? Parce que c'est l'homme qui s'est posé toujours la question, pourquoi je suis là, sur cette terre, et quelle est ma mission? Quel est mon rôle? Donc, c'est le rôle, à la fin, spirituel de l'homme. Mais toutes les religions, ils ne sont pas nés par hasard. Ils sont nés pour mettre en évidence cette transcendance de l'homme. Quand vous prenez les religions anciennes, comme les religions hindouistes, etc., sous les textes sacrés, etc., ils t'expliquent qu'il y a une transcendance progressive de l'homme et cette transcendance dépend de notre DNA. Parce que notre DNA qui aujourd'hui fonctionne à 2 hélices ou à 3 ou 4 hélices quelquefois dans les points, mais dans les textes sanscrits, etc., des Indiennes, ils parlent des 12 niveaux de notre génome, 12 niveaux énergétiques de notre génome. Donc, pour le moment, nous travaillons à ce niveau-là, 2, 3 et 4. Mais pour aller au-delà de ça, il faut faire un parcours qui est un parcours qu'aujourd'hui, les théories quantistes, il en commence à mettre en évidence cette capacité de l'être humain de passer à un niveau totalement énergétique, donc se libérer de cette coque biologique pour aller au-delà. Bon, ça, toutes les religions, ils sont d'accord sur ça. Je ne pense pas que les personnes étaient des fous à dire ça. Notre espèce, il faut dire une autre chose, et j'aime dire toujours, notre espèce humaine, l'actuelle, est très jeune. Nous, comme nous sommes bâtis actuellement par notre créateur, ou toutes les personnes qui pouvaient nous créer, être les masters du DNA, fondamentalement les maîtres du DNA, c'est 12 000 années dernières. Il ne faut pas penser à tous les fossiles de millions d'années dernières, etc. Ils n'ont rien à voir avec notre histoire. Notre histoire naît 12 000 années dernières où les masters du DNA, ils nous ont changé, ils nous ont adapté, peut-être notre Dieu ou les dieux, comme il entend tous les autres. Et donc, nous sommes là. Nous avons une évolution, nous sommes très jeunes et nous avons une évolution importante en face de nous. Mais il faut comprendre que nous devons, comme disaient les anciennes, à condition d'être vigilants et de ne pas les laisser faire. Cioè connaître toi-même comme tu es. Et toi-même. Alors, si nous avons déjà sur le DNA humain, nous connaissons à peine le 5-6% qui fait la décodification des protéines et tout le reste, nous avons dit qu'il était poubelle, et par contre, il n'est pas comme ça. 95% du génome humain est poubelle, c'est pas vrai, junk DNA. Donc,
nous devons apprendre beaucoup, nous devons être humbles dans ce système avec la rigueur scientifique qui doit être, la méthode scientifique qui doit être appliquée. Nous découvrons d'autres choses et nous adaptons les utiles d'implémentation de la science, pas des technologies. La technologie, c'est ridicule. Les nanotechnologies existaient au temps des Romains. Les Romains faisaient des vases avec des nanomatériaux qui donnaient des couleurs particulières. La sculpture, il ne se voyait pas, il se voyait quand elle était allumée. Ce n'est pas une chose moderne, ce n'est pas une chose nouvelle. Créer un virus artificiel ou un hybride bactérie-virus, les Russes, ils avaient fait dans les années 70. Ils avaient créé des virus associés avec des bactéries, donc des hybrides de ce type-là, une espèce qui était mortelle pour l'être humain, mais ils n'ont jamais utilisé. Hein. Il faut dire aussi ça. Là, nous nous trouvons en face de situations géopolitiques étranges parce que il faut comprendre qu'ils sont des pays qui ont adopté des armes contre l'humanité sans demander permission à personne. Bon, c'était naturellement à l'époque d'Hitler, mais les Américains ils ont terminé la guerre pour dire qu'ils étaient eux les vainqueurs en jetant la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Aucune personne a demandé à la Cour internationale de l'Hague de condamner les Américains pour ça. Hein. Ils sont morts. Que fait le comité de bioéthique? Est-ce qu'il est écouté? Ça, tu me poses. Tu sais, dans ma vie, j'ai eu toujours affaire avec des comités de bioéthique. Quand j'étais à l'UNESCO, j'avais rencontré Alain Pompidou, avec lequel je suis devenu très ami, etc. Et lui, à l'époque, il était le président de la commission. Je l'ai eu comme enseignant, justement, en éthique et pratique médicale. C'était un homme de grande valeur, non? C'était des anciennes générations. Et il était le président de la COMES, de la commission de bioéthique de l'UNESCO. Et quand il a écrit son livre « L'homme réparé », non? Etc., toutes les autres choses, il a posé la question de quel était le parcours de la biotechnologie, non? Où il pouvait arriver la biotechnologie et les risques, tout ça. Après, j'ai rencontré Montagnier, quand il avait eu le prix Nobel, il est venu à l'UNESCO, et il voulait travailler sur les nanotechnologies en biologie parce qu'il considérait que les virus, ils étaient des structures nano. Donc, il est venu à me voir dans mon bureau à l'UNESCO pour dire, OK, Giuseppe, toi, tu t'occupes de nanotechnologie, moi, je m'occupe de virus. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble comme projet, etc. Donc, il était des personnes quand même, il avait une vision du futur, il comprenait les avantages, mais même les risques de cette nouvelle technologie, et c'est pour cette raison qu'il voulait le faire dans un cadre institutionnel. Dire avoir un consensus des systèmes de contrôle, des commissions de contrôle, etc., et que tout ça, il doit être transparent. Et par contre, là, nous voyons maintenant la prolifération des laboratoires dits duals, non fondamentalement militaires, dans le monde augmente. Uniquement les Américains, ils ont plus de 340, 360 laboratoires en Asie sur les armes biologiques, sur la recherche biotechnologique duale. Mais qui a autorisé les Américains d'ouvrir tous ces laboratoires? En Italie, nous avons des laboratoires qui sont cachés en Italie, mais pareil, à Sigonella, à Trieste. Maintenant, ils vont ouvrir en Toscane. En Ukraine, à l'île Maurice. Oui, nous ne parlons pas de l'Ukraine. Nous connaissons maintenant 32 laboratoires qui ont été créés par le groupe américain de Metabiota, de EcoHealth Alliance, le groupe de Seneca, du fils de Biden, etc. Tous des laboratoires militaires qui avaient une justification de chercher des vaccins contre des virus étranges, etc. C'est-à-dire, il était l'invasion alien de la Terre de virus étranges qui vient des laboratoires humains. Et après, il faut chercher des thérapies ou il faut chercher quelque chose qui tue l'adversaire. Non, mais ça sont des logiques barbares. Ça, c'est la fin de l'humanité comme ça. Ça, c'est
peut pas marcher. Nous devons isoler les personnes qui pensent comme ça et qui après, ils donnent l'idée du pouvoir, parce qu'à la fin, c'est ça, d'autre chose. Même le pouvoir religieux, c'est pareil, non? Ils donnent l'idée de la puissance de l'être humain en face des autres. Mais en réalité, chacun de nous est unique. Comme je dis, le génome, chacun de nous est unique. Nous sommes uniques, ils ne peuvent pas nous copier, c'est uniquement la reproduction humaine qui permet de maintenir l'héritage, chacun de nous, qui est fondamental, etc. Mais nous sommes uniques. Donc, même une personne, vous pensez, Hawkins, le grand mathématicien, qui après, il a vu cette maladie délabrante sur le système nerveux. Bon, il est resté, il ne pouvait pas parler. Il avait un système automatique pour permettre de parler et il ne pouvait rien faire. Mais il a développé toute sa théorie des trous noirs, la théorie de l'univers et beaucoup de choses, même dans ces conditions. Ça veut dire que le potentiel de chacun de nous est unique. Même dans des conditions, nous pouvons dire que sur le plan biologique, corporel, etc., les personnes sont handicapées. Mais la contribution qu'ils ont donnée cette personne à l'humanité, c'est unique. C'est unique. Donc, il faut voir les choses de façon différente. Mais l'éducation est très importante. C'est une belle note d'optimisme, Joseph. Merci pour ça. Je voudrais te poser encore une question. J'aimerais bien connaître ton sentiment et ta position sur ces appels à un nouvel organisme ou un nouveau cadre international qui remplacerait ou compléterait l'OMS tel que le demande Robert Kennedy ou même l'Argentine aussi, qui a l'intention de construire une nouvelle alliance internationale de santé. Moi, je suis d'accord parce que depuis longtemps, les institutions internationales ne marchent pas comme elles devaient marcher. Donc, il y a une impuissance beaucoup d'organisations internationales. Moi, j'ai vu même sous l'UNESCO, avec le dernier directeur Matsuura, le bilan était en négatif pour la première fois dans l'histoire de l'UNESCO. Il manquait 600 millions de dollars. Donc, et il était augmenté, il était augmenté le nombre des administratifs dans le monde. Et donc, 70% de l'argent, il allait sur les administratifs et 30% sur les projets. Et avant, il n'était pas comme ça, il était totalement à l'envers. Donc, toutes les agences des Nations Unies ont subi cette transformation d'être très bureaucratique, très administrative et très politique d'une certaine façon, mais pas de l'implémentation de l'action. Donc, nous voulons une refondation déjà de l'OMS. La refondation de l'OMS, tu peux faire où tu fais la clearing house, c'est-à-dire tu nettoies toutes les choses qui sont là. Et tu mets de nouvelles équipes, de nouveaux leaders, etc. Ça, c'est une solution qui est normalement politique, mais dit. Ou tu abandonnes l'OMS à son destin. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Il sera une boîte commerciale fondamentalement internationale et appuyée par Big Pharma. Et nous créons vraiment une nouvelle agence pour la protection de la santé des populations. C'est la chose que nous proposons. Parce que Robert Kennedy l'a dit, si, il faut faire un reboot. Mais reboot avec les personnes qui sont là, les pays qui sont là. La Chine qui a pris la place des États-Unis, etc. Comme tu vas faire un reboot si tu n'es plus à l'intérieur. Donc, tu peux proposer aux Nations Unies, ça c'est la chose que les États-Unis doivent faire, de créer une nouvelle agence pour la protection de la santé. Pas pour la sécurité de la santé, qui est la militarisation, la protection de la santé. Nous avons proposé ça aux amis américains. Ils sont en train de voir si déjà ils sont capables d'avancer dans le champ à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'opposition sur les positions de Robert Kennedy, tu sais bien ça, etc. Trump, il a besoin quand même de soutenir les entreprises pharmaceutiques américaines, parce que c'est un asset des États-Unis. Donc, il faut trouver un équilibre sur ça. Bon, il faut voir qu'est-ce qui est. Mais nous, c'était le but aussi de notre livre blanc que nous devons envoyer aux Nations Unies, et de dire, cette OMS, elle ne correspond plus à la mission pour laquelle elle était créée.
Donc, stop, Exactement. ne nous intéresse Oui. pas. Nous voulons vraiment refonder l'OMS, mais à travers une autre agence qui soit nouvelle. Donc là, nous pouvons voir tous les pays qui sont d'accord à protéger réellement la santé des populations, des êtres Parce que humains. ça offrirait quand même plusieurs avantages. Ça protégerait la souveraineté nationale dans la gestion des crises sanitaires. Ça restaurerait la confiance publique dans les décisions médicales. Absolument. Et puis, je pense que ça limiterait l'influence des grandes puissances et des intérêts privés au sein des instances locales. Donc, ça serait aussi des grands pays comme la Chine, l'Inde, ils n'ont pas l'intérêt à casser leur population. Au contraire, leur masse critique est fondamentale aujourd'hui pour être des puissances. Donc, ils ont besoin même de protéger leur population. La Chine, même tu dis, OK, tu peux réduire de moitié ta population, mais elle perd de puissance sur le plan global parce qu'il réduit sa masse critique. Donc, et en effet, la Chine et l'Inde ont limité toutes les limitations pour les naissances. Maintenant, en Chine et en Inde, tout le monde peut faire tous les enfants qu'ils veulent, etc. Donc, ils sont en situation de croissance. Ils vont dans la direction d'une refondation des Nations Unies. Parce qu'il ne peut pas marcher comme ça avec le Conseil de sécurité où des grands continents comme l'Afrique n'est pas représenté, comme des pays importants, ils ne sont pas représentés à l'intérieur. Et le droit de veto est stupide parce qu'il faut, quand il est un problème, il faut passer à l'Assemblée générale des Nations Unies parce qu'il prévoit ça. Ça, c'est prévu par les règlements des Nations Unies. Quand il n'existe pas un consensus au niveau du Conseil de sécurité, il faut passer à l'Assemblée générale des Nations Unies pour voter. Donc là, c'est à majorité. Donc, mais tout dépend du leader qui est là. Alors, ce Gutiérrez, c'est vraiment une personne, une nulle totale qui est arrivé là pour d'autres compromis d'autres types, surtout des pays européens. Mais cette personne, déjà, il avait une carrière totalement débile. C'est impossible de penser qu'une personne comme ça peut être secrétaire des Nations Unies. Nous avons eu des grands secrétaires des Nations Unies dans le passé, même Kofi Annan, qui après a eu le problème du scandale de son fils avec les différents NGO qu'il avait créés, Ban Ki-moon, qui était un diplomate, avec Ban Ki-moon, quand il était l'épidémie d'Ebola en Afrique, a résolu cette épidémie en 3 mois. Il est arrivé là, il a pris l'argent de la Banque mondiale, il a dit c'est comme ça, nous isolons complètement tout ça, etc. Il est entré directement, il n'a pas fait comme... C'est ce qu'on attend d'un leader. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il faut... Alors, l'idée d'avoir un deep state derrière partout, etc. Non, mais ça, c'est comme les sectes, c'est comme les Illuminati, c'est comme la maçonnerie. Non, mais ça, les francs-maçons, non, ça, c'est ridicule. Il faut arrêter tout ça. C'est du monde du passé. Moi, je dis dire ça. C'est l'archéologie par exemple, pour Schwab, j'ai dit toujours, c'est l'archéologie du nazisme, que vous appelez néonazisme, c'est l'archéologie, là. Qu'est-ce que tu veux? Non, il faut aller au-delà de tout ça. Le monde a une évolution qui est forte, très progressive. Il ne faut pas penser que les êtres humains sont des stupides, des marcheurs uniquement de McDonald's, etc. Donc, les personnes sont très lucides de leur avenir. Il faut faire confiance à l'humanité. C'est la chose d'avoir accès aux informations, et c'est pour ça que nous sommes là, et c'est pour ça que nous demandons à tout le monde de diffuser, de partager ces vidéos, parce que quand même, il y a une échéance rapide, très proche, qui est le 18 juillet, c'est ça? Je dois dire que nous avons encouragé beaucoup par les paroles, les sans paroles du pape actuel, de Léo XIV, parce qu'il a parlé aussi de la paix, c'est vrai, des ponts à lancer sur la paix, etc. Il a refocalisé sur la différence de genre homme-femme et donc sur la création de la famille, la valeur de la famille, des valeurs humaines, etc., des valeurs humaines.
Et il a une approche très agostinienne, lui il est agostinien comme moi, une approche très agostinienne même au changement de l'Église, parce que comme d'habitude, l'Église il doit changer, il doit s'adapter au monde différent, mais il a donné des points fermes sur des principes qui sont fondamentaux pour l'humanité. Il a lancé aussi une réflexion très importante sur l'intelligence artificielle. À l'époque de Papa Bergoglio, s'était créé au Vatican une Artificial Intelligence Ethics, l'éthique de l'intelligence artificielle, comme s'il était le nouveau Dieu des chrétiens. Il y avait beaucoup de critiques sur ça à l'époque, et lui, il a confirmé, Léo XIV, il a confirmé que l'intelligence artificielle ne peut pas être supérieure à l'homme. C'est l'homme le maître de tout ça et il doit rester le maître de tout ça. Voilà. Ça, c'est important. Ce sont des thèmes qui semblent stupides. Il est un homme très, sai, mite, tranquillo, no? A quiet pope, but he's very precise on his decision. I love him a lot personally because I'm a Catholic. Love him a lot. And the first message are very strong. Les premiers messages sont très forts. Voilà. Merci. Que de notes optimistes. Oui. Oui, on ne se découragera pas et même, alors, bien évidemment, c'est compliqué d'avoir cette annulation au Palais Brongniart, mais ça a renforcé les liens avec tous les intervenants qui étaient censés venir, et même transatlantiques. Donc, il faut toujours regarder le positif et c'est ce que nous faisons. Et je rappelle donc pourquoi on veut faire cette action et lancer ce manifeste et écrire ce livret blanc. C'est parce qu'à partir du 19 juillet, il y aura donc par l'OMS la possibilité d'imposer des traitements en cas de crise, sans aucune obligation de preuve scientifique, hein, donc ils chantent complètement tous les essais qui préalablement maintenant ils doivent approuver les plateformes, donc ça leur suffit pour lancer n'importe quoi, n'importe comment. La possibilité de militariser des mesures et même d'injecter ou de donner en nourriture des produits génétiquement modifiés aux humains, avec les effets très délétères que Jean-Marc Sabatier par exemple explique très bien. Et que Robert Malone explique aussi, lui, qui a été à l'initiative de ces injections, enfin du principe, du mécanisme de vaccin ARN encapsulé. Voilà, c'est ça. De l'ARN messager encapsulé. Donc, je rappelle, on a beaucoup de scientifiques, on a des citoyens, on a des juristes, on a des médecins, on a des personnes qui sont là pour rechercher l'éthique et le cadre qui permettent de faire avancer la connaissance, parce qu'on est pour qu'il y ait des échanges, des débats contradictoires et que pour que la recherche avance, mais dans un cadre qui préserve l'humain avant tout. Et c'est pour ça qu'on va faire ce forum international à Assise les 14 et 15 juillet. Donc, on a, alors je vous ai mis dans le chat là, je vous ai mis le lien de la campagne du manifeste, le lien du manifeste. Alors, je vais vous dire rapidement les grandes lignes. Donc, c'est une déclaration citoyenne et humaniste face à l'urgence mondiale pour dire que l'humain n'est pas un produit. Donc, nous affirmons la valeur unique de chaque personne. La science doit être éthique. Donc, je vous la fais courte parce que vous pourrez consulter le manifeste y compris sur le site de la coalition européenne. La santé doit rester un droit, pas une obligation. Donc, on refuse l'imposition de traitement sans consentement. Parce que là, il y avait déjà pas beaucoup de consentement libre et éclairé, mais alors il n'y a même plus d'éclairage ni de consentement. Hein. Ils veulent nous l'imposer toujours. Donc, la planète, qui est un bien commun, donc que nous défendons, on n'en a pas d'autre, comme le répète souvent le professeur Tréteau. Et puis, nous demandons donc une gouvernance scientifique libre de tout conflit d'intérêts, la protection, bien sûr, des données personnelles de santé, l'arrêt de toute manipulation génétique non éthique, un débat public mondial avant tout changement de règles sanitaires, le respect des droits humains fondamentaux en toutes circonstances. Et j'insiste encore sur l'importance de cette échéance. Si on le fait dans la précipitation, si on s'est retourné, si on a réagi aussi vite à l'annulation du Palais Brongniart pour faire si rapidement à Assise avec tous les inconvénients qu'on a bien évidemment pour l'organiser, c'est qu'on a cette échéance qu'on ne peut pas se permettre de rater.
Donc, je vous ai mis le lien dans le chat privé du manifeste. Je vous ai mis le lien aussi du crowdfunding pour nous aider dans cette action, parce que bien évidemment, le livret blanc, ensuite, il va falloir l'imprimer, le traduire, l'emmener devant les Nations Unies. Donc voilà, on a besoin du soutien de tout le monde, quelle que soit la forme. Et puis, je rappelle que c'est pour chacun qu'on fait ça, qu'on soit résistant ou pas, on est tous menacés. Et nos enfants, si nous on a eu l'occasion de vivre, ce serait bien qu'ils aient une petite chance de pouvoir connaître l'âge adulte et le plaisir de devenir parents à leur tour et grands-parents, on leur souhaite en tout cas. Il faut dire la dernière chose qu'en termes de mécanisme de procédure, les organisations non gouvernementales, ils ont le même droit que les gouvernements des pays pour lancer des initiatives directement sur les Nations Unies. Donc, c'est ce qu'on oublie très souvent. Si, on oublie parce que normalement, il y a un équilibre entre la société civile, représentée par les organisations non gouvernementales, et les gouvernements. Donc, nous sommes en condition de collecter tous les efforts d'autres associations et dans le même temps, nous pouvons avoir 2-3 pays importants qui nous appuient dans cette démarche parce que c'est la procédure. Hein. Et donc, si tu veux respecter les lois, tu dois respecter les procédures, et toi, ce sont les autres qui ne respectent pas ça, etc. Mais ça, c'est valable de faire écouter la voix de la société civile, donc des citoyennes dans ce domaine-là. C'est dans la charte fondamentale de la Fondation des Nations Unies. Donc, nous ne faisons rien qui soit étrange ou... C'est comme ça qu'on a toutes les chances d'y arriver. Peut-être que l'agence qui nous a arrêté à Paris, il n'a pas cette, je vais dire, cette formation. Les personnes qui sont là comment il s'appelle, Finance France, qui fait la promotion des startups technologiques en France. Donc, il est une agence apparemment gouvernementale. En réalité, comme statut, est une association indépendante, mais qui prend de l'argent du gouvernement, c'est-à-dire des citoyens, des taxpayers. Donc, c'est pour cette raison, nous ferons des poursuites contre tout ce groupe-là. Nous connaissons même la matrice d'origine parce qu'il faut éviter que l'argent des citoyens soit dépensé de façon totalement négative ou omissive. Parce que ça, c'est un réa, hein, en France comme en Europe et en Italie. C'est l'omission de l'information, donc c'est un réa partout, hein, dans le droit international. Hein. Bon. Ouais. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Eric, de diffuser l'info à l'image. Et peut-être pourras-tu mettre les liens, Eric, sous la vidéo quand elle sera publiée? Oui, il faudrait que tu me les renvoies, Loris, sur WhatsApp. Okay. Et je les mettrai sur YouTube et Crowdbanker. D'accord. D'accord. Okay. Merci beaucoup, en tout cas. Ok, merci à vous de donner la parole. Merci à vous, vous êtes les héros de ça. Hein. Nous on uniquement des... non, nous on vous donne la parole et c'est vous qui faites tout. Un immense merci pour tout ce travail et merci d'avoir accepté cette émission. Joseph, le mot de la fin peut-être, sur une note optimiste? Non, bien sûr, il faut être optimiste. Moi, je suis un homme de foi. C'est indépendant qu'il ait la couleur catholique, chrétienne, n'importe quoi. Mais j'ai tourné beaucoup de pays, des pays où j'ai rencontré toujours des hommes de foi, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, en Inde. Vous pensez que là où je suis professeur à la plus grosse université privée de l'Inde, l'Amity University, le grand fondateur de ça, Mr. Chouan, qui est comme Tata, il est un grand milliardaire, billionnaire, etc., est chrétien. Donc, cette université privée, la plus grande université de l'Inde, plus de 32 campus en tout l'Inde, après ils ont des campus ailleurs, et ils m'ont donné la première chaire de nanomédecine en Inde, à moi qui je ne suis pas indien. Ça veut dire que si les personnes ont la sensation que tu comprends leur culture,
et que tu as des choses à donner à eux ou recevoir aussi, ça c'est à la base du dialogue et de la façon de travailler ensemble. Bien sûr. Moi, j'ai eu des expériences aussi dans les pays arabes pour le problème de l'eau entre Égypte, Palestine et Israël. Et quand nous avons essayé de les mettre ensemble pour travailler, pour générer de l'eau pour tout le monde, etc., ils apprenaient à travailler ensemble. Donc, si tu veux, nous sommes des bâtisseurs, moi je dis pour la WAD, des bâtisseurs de progrès et bâtisseurs pour la vie. Mais c'est comme ça. Si nous travaillons ensemble, nous apprenons à vivre ensemble, à nous connaître, donc, et à comprendre et à respecter les aspects culturels de chacun de nous qui sont différents, naturellement. Les matrices sont différentes, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble et créer même le réseau, le network. Il est un langage qui va au-delà des mots, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la redécouverte de l'humain. Pour quelle raison? Quand tu trouves une personne qui dans la rue est malade, etc., tu veux t'occuper de lui. Ce sont des personnes, ils ne s'occupent pas de tout. Il accélère, etc. Donc, c'est ça. L'essence de l'humain est ça. Il faut préserver ça. Il faut éduquer les personnes, les jeunes, à toutes ces valeurs qui sont perdues maintenant parce que c'est la technologie. Mais la technologie est uniquement un tool et un instrument. Elle est créée par nous, par les autres. Donc, nous sommes les maîtres. Quand je parle, les maîtres du DNA, mais ce n'est pas le DNA en soi-même. Ce sont les maîtres qui l'ont créé, cette molécule particulière, unique dans le monde pour laquelle nous pouvons fonctionner comme nous fonctionnons. Oui. Oui. Bon, voilà. Donc il faut avoir de l'espoir, du courage et de la foi. Merci Joseph. Merci beaucoup. Loris, un petit mot pour dire au revoir. Eric? Oui, au revoir. Et puis, alors, justement, on parlait des maîtres et on va lancer des masterclass parce qu'on a beaucoup de gens à sortir des conférences qui nous demandent, enfin, qui nous disent, oui, c'était bien ce qu'a dit monsieur ou monsieur, mais alors, ou madame d'ailleurs, mais j'ai pas tout compris. Alors, Jean-Marc Sabatier est en première ligne, hein, parce que c'est vrai qu'il est très technique, donc, là, c'est vraiment récurrent. Il y a une énorme demande sur Jean-Marc Sabatier. Ça va être beaucoup, mais c'est vrai que c'est... Voilà, donc il commencera le 17 juillet à faire une masterclass. Donc, c'est toujours sur la base du volontariat et puis ça nous aide aussi au sein de la coalition. Et puis, ça reprend la tradition de l'Académie mondiale des sciences parce qu'on espère par la suite faire des masterclass à des niveaux plus élevés. Bon, là, pour l'instant, c'est juste de l'information, mais formante, mais pour du public qui n'a pas une base scientifique. Donc, on va vulgariser, c'est pas un mauvais terme, c'est un bon terme, au maximum. Non, au contraire, pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Donc, on commence le 17 juillet avec Jean-Marc Sabatier qui, à la demande générale, on dit, oh, on pourrait comprendre un jour, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Merci, Loris. Eric, tu as un petit mot pour nous dire au revoir? Oui. Aujourd'hui, j'ai accepté de servir de pot de fleurs pour harmoniser l'image à l'écran. Je dois dire que j'éprouve une grande colère. Et donc, il vaut mieux que je me taise aujourd'hui. Mais ce que je constate, moi, c'est que ceux qui sont censés s'occuper de la santé sont en réalité une organisation mafieuse. Joseph parlait tout à l'heure des gouvernements qui gouvernent tout en étant minoritaires, c'est-à-dire que les principes de la démocratie n'ont plus aucune importance. Oui. N'importe quel gang peut s'accaparer du pouvoir et le garder, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas au Royaume-Uni. Il n'y a plus d'état de droit. Donc, espérer que ces criminels se soumettent au droit international, c'est un vœu pieux. Je répète, moi, je suis dans une grande colère. Je ne suis plus en état de discuter. Je veux que les criminels soient arrêtés et qu'ils soient jugés. Parce qu'on ne peut pas se prendre pour Dieu. On ne peut pas nous infliger, à nous, êtres humains, des traitements ou modifier le génome sans qu'on nous demande notre avis sous prétexte qu'un groupe d'individus
a dans l'idée qu'il faut faire évoluer l'humanité. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour Dieu. Oui, exactement. Donc, on a affaire à des fous. Et j'aimerais vraiment que dans ces manifestations internationales, vous mettiez l'accent sur cet aspect fou de la manière dont fonctionne le monde. Il faut que vous désigniez les responsables et les coupables de ce chaos. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Ils le sont, ils commencent à avoir des procès, mais il faut en informer le plus grand nombre de gens possible. Les procès, ma chère Jackie, tu sais ce que j'en pense. Les procès, oui, dans des états de droit, pas dans des états criminels. Or, l'Occident aujourd'hui est constitué d'états criminels, d'états mafieux. Donc, il n'y a rien à attendre du droit. Tous les avocats que nous avons reçus sur TV-ADP et à qui on a posé la question « Sommes-nous dans un état de droit ?» nous ont tous, et quand je dis tous, on n'en a pas interrogé un, on a dû poser la question à une centaine de personnes. Tous nous ont dit « Non, nous ne sommes pas dans des états de droit ». Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un État où le droit n'a plus aucune valeur, où la loi ne sert plus à rien? J'aurais tendance à penser un peu comme Staline. Je pense que le changement est au bout du fusil. Il va falloir apprendre à bien viser, mais en tout cas, ce qu'on peut faire et ce qui est évident, Giuseppe parlait de l'Inde et de la Chine qui fonctionnent et qui ont une puissance grâce à leur masse critique. Et nous sommes la masse critique. Et en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on est répartis dans différents groupes qui sont tous très pris par des choses qui les ont émus au plus profond, parce que bien sûr, le programme EVA, les vaccinations des enfants, il y a tellement de sujets et ça va dans tellement de directions que chacun veut défendre une partie du problème. Mais le problème, c'est le même parce que ce sont les mêmes derrière tout ça. D'ailleurs, Giuseppe a déposé 14 plaintes devant la Cour pénale internationale, mais ça ne servira à rien si nous ne faisons pas une masse critique derrière. Bon, ben alors pour cela, ma chère Maurice, pour cela, il faut que l'opinion publique comprenne clairement qu'elle est victime d'un programme de dépopulation mondiale et que chacun de nous est une victime potentielle. Aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être toi, après-demain, ça peut être Joseph ou Jackie. Nous sommes victimes d'un programme de dépopulation mondiale. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça? Non. Bon. Il n'y a jamais eu d'aussi grand génocide que celui qu'on a. C'est pour ça qu'il faut partager et continuer à informer. Voilà. Nous sommes en situation de légitime défense et tous les moyens sont bons lorsqu'on a affaire à des criminels. C'est pour ça on a créé la coalition européenne pour ça. Hein. Donc, bon, mais moi, je crois plus non. Tu connais mon point de vue, Joseph. Il ne faut pas être. Non, ils sont des différents niveaux d'intervention, non? Pour le moment, nous devons commencer avec le niveau de la participation sociale de la société civile qui doit être informée, doit prendre connaissance, etc. Nous avons fait tellement de conférences actuellement en Italie, en France, etc. Bon. Après, il se passe un niveau qui est le niveau de l'action. Et le niveau de l'action, il se peut faire ou utilisant dans des pays où la loi le permet, des actions régulières, nous disons non institutionnelles. Ou là, il n'est pas possible, il sera nécessaire d'envisager des actions différentes, parce que comme dans l'histoire, les révolutions, ils se font aussi quand il s'arrive à un moment de rupture entre l'institution et la société civile. On y est, Joseph. Je sais. On y est, mais nous sommes prêts. La chose, je vais te dire, nous sommes prêts. Le problème est que nous n'avons pas peur qu'ils nous ont annulé cette conférence à Paris, parce que tu vois, j'avais en 14 jours, j'ai organisé la conférence en Italie et d'un endroit qui est beaucoup plus symbolique, comme ça. Donc, moi, comme beaucoup d'autres personnes, nous n'avons pas peur. Nous savons clairement qui est notre ennemi
qu'il est l'ennemi de l'humanité, et donc nous sommes là pour nous battre avec tous les moyens que nous pouvons avoir à disposition. Ça, c'est pas un problème, tu sais. Même Jésus-Christ, il a chassé les personnes, les fausses religieux du temple, et il a utilisé les armes pour faire ça, c'est-à-dire la force physique. Donc, il faut comprendre ça. Nous avons un niveau de rupture quand même, parce que tu as raison, là, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils sont réveillés un jour que le monde sera complètement changé, ou en positif ou en négatif. Mais les têtes sont en train de mûrir. Hein. Moi, je suis convaincu. Qu'elles mûrissent vite. Ça, tu sais, il faut mettre de la testostérone. Je te dis comme andrologue. Il faut mettre les hormones. C'est pour ça qu'ils mettent des bloqueurs d'hormones, c'est pour qu'on n'en ait pas trop. Eh oui, sont affaiblis par les injections. Heureusement, et en Italie, c'est à peine 6400 personnes qui sont arrivées à la 5e ou 6e injection. Ouais. Tu vois, ils sont des personnes qui continuent à s'injecter. Ils sont malades et continuent à s'injecter. Qu'est-ce que tu veux faire? En disant, heureusement que j'étais vacciné. Oui, c'est ça. Comme ça, je survis. Hein. Hier, j'avais un professeur 6500 sur 60 millions d'habitants. Oui, c'est ça. Et qui m'a dit, un professeur universitaire d'informatique, de télémédecine, il m'a dit, Giuseppe, moi j'ai fait 2 vaccinations, heureusement j'avais fait ça, sinon je serais mort maintenant. J'ai dit, mais tu es malade, tu m'appelles, tu as les problèmes de la prostate, les problèmes de cœur, etc., que tu n'avais pas avant. Tu vas mourir un petit peu. Tu vas mourir d'autre chose, naturellement. Oui. Pour le vaccin, bon. Alors, c'est comme ça. Comme ça. Nous nous retrouverons pour une prochaine émission, très certainement très vite. Oui. Hein. Oui. Et, après Assise, avant Paris, après Paris. Merci infiniment d'avoir partagé votre temps qui est très précieux, très occupé. Merci d'avoir partagé avec nous. Je demande à tous les auditeurs de continuer à diffuser et partager ces vidéos. Merci Loris, merci beaucoup Joseph. Et vous, chers internautes, je vous dis bonsoir et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.